Bonjour Paul-Alexis. Bonjour Steve. Écoute, merci de m'accueillir dans tes Avec locaux. plaisir. En fait, tu m'as été recommandé par ton frère, donc Pierre-Emmanuel de Sassy la famille, Ouais. et il m'a dit que tu étais un super entrepreneur, multi-entrepreneur. Donc c'est très bien, en fait, j'aime bien parce que là, du coup, je te connais pas et on va pouvoir Ouais. pousser la chose. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc j'ai une trentaine d'années, j'ai 31 ans. Je suis entrepreneur depuis 4 ans, puisque j'ai monté cette famille en fin 2016, début 2017, Ok. qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et qui a vocation à apporter des solutions d'hébergement et d'accueil à des personnes qui sont en perte d'autonomie. Et à côté de ça, j'ai également d'autres passions comme l'écriture, l'histoire, la philosophie, avec la sortie d'un livre au mois de juin sur le courage. D'accord. Et puis également, je participe à quelques développements d'entreprise dans le monde de l'ESS. Quel est ton parcours? Alors moi j'ai un parcours assez classique dans le monde de la finance, Ok. puisque j'ai commencé finalement en faisant de la fusion-acquisition, donc en étant banquier d'affaires, D'accord. dans des boîtes, des banques un peu prestigieuses comme Rothschild, BNP. Ok. Puis au bout de quelques années, j'ai vite senti que l'intérêt que j'avais à rester devant un ordinateur, à générer des slides qui n'étaient pas forcément utilisés après, ou en tout cas avoir des plages horaires qui étaient très finalement longues parce qu'on arrivait souvent à 7-8 heures du matin, on repartait largement après minuit, pour un bon salaire, mais ça correspondait plus du tout à mes aspirations et à ce que je voulais faire. Je me sentais assez peu utile, et donc voilà, j'ai grâce à un ami qui m'a parlé du problème de dépendance de son père, qui pouvait pas forcément rester chez lui mais qui ne voulait pas aller en EHPAD. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à développer. Il préexistait avant à la création de cette famille, Ok. mais c'était un très vieux système où les gens ne savaient pas comment se rencontrer, les gens ne connaissaient pas forcément le dispositif, ne savaient pas qu'on pouvait être accueilli finalement dans une famille qui était formée pour ça, que ça pouvait être une alternative chaleureuse à l'EHPAD, à la maison de retraite. Donc non seulement ils ne savaient pas, ensuite ils ne savaient pas comment rencontrer les accueillants, et ensuite il y avait tout un système administratif à mettre en place pour réaliser les bulletins de salaire, les contrats, les avenants, qui est assez complexe et qu'on a essayé de simplifier justement avec cette famille. Donc en fait on n'a pas du tout réinventé la roue, on s'est juste dit comment faire mieux pour apporter au maximum de bénéficiaires. Donc fin 2016, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la première action quand tu l'as créé? Première action, ça a été de rencontrer les accueillants qui étaient déjà agréés, qui Ok. faisaient déjà ce métier dans D'accord. les territoires, d'aller prendre la voiture, d'aller faire un petit tour de France et d'essayer de comprendre quels étaient leurs besoins Ok. et en quoi nous on pouvait leur apporter quelque chose, en disant si on n'a rien à leur apporter, ça sert à rien de monter un projet là-dessus. Et finalement on s'est rendu compte que au bout de 12 ou même pas de 5 ou 6 entretiens, même si on en a fait une centaine durant quasiment 6 mois, mais on s'est rendu compte au bout de 5 ou 6 entretiens que les mêmes choses revenaient. C'était on n'est pas connu, donc c'est un dispositif qui est méconnu. Moi je suis accueillant, j'accueille des gens chez moi, mais parfois il y a des gens qui vont en EHPAD alors que je pourrais les accueillir, mais juste ils ne me connaissent pas. Le deuxième aspect, ça a été de dire effectivement qu'ils sont très peu valorisés dans les médias. Donc ce ne sont pas des gens qui sont du marketing, de la communication, ce sont des gens qui font ça un peu de façon confidentielle. Et puis la troisième difficulté a été de dire effectivement quand quelqu'un arrive chez moi, comment je peux donner confiance aux aidants ou à la famille qui va accompagner son proche pour peut-être, et jusqu'à la fin de sa vie, dans ma propre famille. Donc il y avait une notion de confiance, et nous on s'est dit, on va finalement essayer d'être ce tiers de confiance entre la famille naturelle, de la personne soit handicapée, soit âgée, et la personne qui va la recevoir. Donc on a un tiers de confiance pour faire en sorte que la relation se passe au mieux, et que la qualité de l'accueil soit normée sur l'ensemble du territoire. D'accord. Donc du coup, ça se passe comment? C'est sur un dossier? C'est des familles qui postulent? Exactement. Alors d'un côté on a l'offre, Ouais, de l'autre ok. côté on a la demande. Donc, D'accord. côté offre, on a effectivement tout ce réseau de familles qu'on a référencé, qu'on a audité, et on a reçu un label haute sécurité santé, D'accord. qu'on déploie aussi sur l'ensemble du territoire. Donc ça c'est côté offre. Côté demande, on fait un diagnostic donc, de la personne, de sa pathologie. Est-ce que c'est une maladie chronique, neurodégénérative? Est-ce que c'est une maladie infantile? Est-ce que c'est lié à la vieillesse, etc. Donc on a tout un diagnostic qui est social, qui est médical, qui est sur les aspects également de relationnel. Est-ce que cette personne a besoin d'être entourée? Est-ce qu'au contraire elle est plutôt indépendante? Est-ce que l'intergénérationnel lui fait peur? Parce que c'est souvent sympa l'intergénérationnel de dire qu'on va être avec les enfants, mais il y en a qui ne supportent pas les enfants, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Quelle a été l'évolution de ce projet? Ouais, en fait ça c'est assez marrant parce que au tout début je faisais ça en side project, Ok. en plus de la banque. Et puis, on avait une centaine de personnes qui étaient référencées sur la plateforme, c'est tout. D'accord. J'avais fait un petit site, je me suis dit peut-être qu'on va monter une association, parce qu'on ne sait jamais, ça peut faire parler un peu du dispositif. Mais un jour, il y a un journaliste qui s'appelle Frédéric Lopez,
qui m'a contacté en me disant écoutez, j'aime beaucoup ce que vous faites et j'aimerais bien en parler dans une émission qui s'appelle Mille et une vies sur France 2 en fait l'après-midi. Ok. Qui est tout à fait adapté au public qu'on souhaite accueillir chez cette famille. Donc là, on était deux, j'étais avec une amie, on avait créé ça avec une amie. Et puis, on a mis un numéro de téléphone sur la page, le jour de la parution du reportage, en disant on sait jamais si les gens veulent nous appeler. Et on a reçu 2500 appels. Waouh, 2500 appels. 2500 appels, même pas dans l'après-midi. D'accord. Sachant que d'habitude, on recevait une demande par semaine. Donc c'était quand même assez éparse. Et là, par la communication, on a eu 2500 appels dans la journée. Donc là, c'est un petit peu comme quand on gagne l'auto, on dit au revoir président, et puis on essaie de dire comment en faire un projet qui soit soutenable économiquement et qui soit viable humainement. Et donc c'est comme ça qu'on s'est décidé à prendre le statut d'économie sociale et solidaire et de créer une entreprise, une SAS. Ok, et du coup, comment vous réagissez là? Tu as 2500 appels, comment tu réagis à cette offre? Déjà, le téléphone ne s'arrête pas, donc on ne comprend pas parce qu'on raccroche et tout de suite il y a un autre appel. On a ensuite, j'ai fait des renvois d'appels, on a essayé de plugger rapidement un software de VoIP, de voix sur internet. Donc on a essayé de faire ça, mais clairement mon répertoire, pas mon répertoire, mais ma messagerie n'a clairement pas tenu le choc. Et ensuite on s'est employé à rappeler tous les gens, mais ça nous a pris quasiment un mois. Donc on n'était pas du tout préparé pour ça. Mais c'était une bonne surprise. Une très bonne surprise en plus, tu ne le connaissais pas, tu as été contacté. Je sais même pas comment il nous a connus. Je n'ai aucune idée d'où ça vient. Mais c'est un peu comme c'est venu du ciel. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes combien dans la société? On est une trentaine. Aujourd'hui, on est une trentaine. On a 2 sites. On a un site qui est basé à Argentan, dans l'Orne, en Basse-Normandie, et un site à Paris pour le siège et les différentes fonctions support. Et on a, on va dire, le gros des troupes, donc une quinzaine de coordinatrices qui passent exclusivement leur temps au téléphone pour réaliser les binômes et s'assurer que tout se passe bien dans les familles. Ok. Et quel est le challenge aujourd'hui moi j'aime bien partager avec ma communauté les succès entrepreneuriaux, mais les challenges aussi. Quel est le challenge aujourd'hui? Alors on a beaucoup de challenges parce qu'effectivement, tu le sais mieux que personne, mais la vie d'entrepreneur c'est toujours comme ça. Donc il y a toujours le bon côté des choses, mais on en parlait effectivement, c'est aussi beaucoup de challenges et savoir s'accrocher. Alors là le gros challenge qu'on se donne avec l'ensemble de l'équipe, c'est d'essayer d'améliorer le statut des accueillants. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont un petit peu comme dans des plateformes Uber où elles ont un statut un petit peu bâtard, qui n'est pas un véritable contrat de travail. Et l'objectif qu'on a avec cette famille, c'est d'améliorer leur statut, de sécuriser aussi leur statut, qu'elles puissent cotiser au chômage, à l'ensemble des cotisations retraite, afin d'obtenir une retraite pleine quand elles sont à la retraite. Et le jour où elles n'ont personne à accueillir, qu'elles puissent toucher le chômage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'améliorer la condition de ces accueillants pour aussi en créer une véritable filière d'emploi partout en France. Et du coup, tu es multi-entrepreneur, tu ne fais pas que ça, tu fais beaucoup de choses dans la vie. Faut savoir que tu ne dors pas en fait. Est-ce que tu peux parler de ta deuxième activité? Alors, en fait, j'ai la chance effectivement d'avoir eu une première petite partie de carrière dans la banque d'affaires, et donc ça m'a permis de comprendre un peu les codes finalement de cet environnement et de cet univers qui peut paraître parfois un petit peu brutal, qui en fait, quand on a les codes, peut être très helpful. Parce que voilà, avec cette famille, on a levé au total à peu près 6 millions d'euros, et donc ça nous a permis de recruter, ça nous a permis de progresser. Et ça, c'est aussi grâce à ce premier travail, on va dire, que j'ai eu juste après mes études. Donc excuse-moi, quand vous levez les 6 millions d'euros, ça veut dire que là, tu vas céder X% de ton capital à... Exactement. En fait, on a fait 2 opérations. On a fait une première opération en 2017. Quand on a eu, on va dire, la première preuve du concept, donc on a eu des appels, on a eu des visites sur le site internet, on a fait les premiers binômes. Là ensuite on est allé voir des fonds en disant voilà, aujourd'hui avec nos petits moyens, on a réussi à faire ça. Si vous nous donnez plus, l'impact sera plus important. Et donc dans ces cas-là, il y a une négociation qui se met en place avec les investisseurs en disant moi je veux bien te donner X millions d'euros, mais en échange tu vas me donner une partie de ton capital. Et donc le jour où tu vas revendre ton projet, l'objectif c'est qu'il ait pu prendre de la valeur, et donc le gain que je vais en retirer sera plus important que mon investissement initial. Pour moi, en fait, une levée de fonds, ça veut dire que tu ne contrôles plus ta société, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Donc comment ça se passe quand quelqu'un prend des parts dans ta société? Non mais en fait, tu as complètement raison, parce qu'il y a un peu un choix cornélien entre, en tout cas moi je l'ai perçu comme ça pour mon entreprise, c'est de me dire soit je vais conserver beaucoup de peu,
parce que finalement j'aurais pas réussi à développer cette famille comme j'aurais pu le faire sans l'aide des investisseurs, soit j'accepte d'avoir un peu moins, mais de beaucoup. Et il est vrai que ce projet est un projet avant tout social et solidaire, et donc j'ai aussi mis le prisme retombé pour la société dans la balance, et je me suis dit mais en fait avec plus de moyens je peux servir beaucoup plus de bénéficiaires, et donc j'ai tout intérêt à lever des fonds pour maximiser mon impact social. Et donc c'est comme ça que finalement la décision a été prise plus sur cet aspect d'impact social que de ce pur investissement. Après, concrètement dans la vie, c'est que tous les mois, on passe 2 ou 3 heures avec l'ensemble des investisseurs autour de la table, on débat des choix. Parfois, quand ça dépasse des certains montants, je suis obligé de leur demander leur avis. Donc je leur dis voilà, on a tel investissement à faire, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Parfois ils me disent non, jusqu'à maintenant c'est jamais arrivé. Donc on s'entend bien, on est alignés. Mais il est certain qu'un jour, peut-être sur un recrutement ou sur un investissement, ils vont me dire non. Dans ces cas-là, je ne pourrai pas être maître de ma décision et je vais m'en remettre à celle du conseil. Et donc effectivement, on perd un peu de pouvoir, mais derrière on gagne de l'argent pour pouvoir aller plus vite. Voilà. Donc c'est le choix qu'on a fait chez cette famille, c'est d'essayer d'aller plus vite et aussi de maximiser notre impact. Ok. Et du coup, en fait, là, t'aides aussi les entreprises à lever des fonds. Exactement. Alors, effectivement, il y a pas mal d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont des super projets, mais souvent c'est assez indépendant, assez confidentiel. Et moi, je crois qu'avec l'appui d'investisseurs, ils peuvent maximiser justement leur impact. Et donc, moi, je les pousse à se professionnaliser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours compter sur de la subvention, on ne peut pas toujours compter sur de la publique. À un moment donné, il faut se prendre en charge et avoir des modèles qui arrivent à s'autosuffire, au moins à se financer. Et donc la première recherche qu'on va faire, c'est effectivement quel modèle on met, et ensuite on va aller chercher des fonds pour maximiser l'impact et faire grandir la vocation sociale du projet en question. Ok. S'il y a des gens qui ont envie de lever des fonds par exemple, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire? Est-ce que tu peux les accompagner éventuellement? Alors moi je peux les conseiller sur la méthode, sur comment faire. Après je suis déjà pas mal occupé effectivement avec cette famille, mais en tout cas venant de ta part, ce sera avec grand plaisir que je prendrai le temps de prendre un café avec eux et discuter, et ensuite les orienter vers les bonnes personnes. On a aussi la chance d'avoir un carnet d'adresses avec cette famille, parce que c'est un projet qui fonctionne bien, et de gens qui sont intéressés pour investir dans ce secteur-là, donc qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Du coup, les chevaux. Ouais, les chevaux. Alors ça, c'est le côté plaisir, le côté loisir. En fait, tout ça est souvent la vie est faite de pleine d'opportunités. Qu'on saisit ou pas, mais là j'ai la chance d'avoir un ami d'enfance qui est dans les chevaux depuis qu'il est tout petit, il est tombé dedans comme Obélix dans la potion magique, et il a eu la chance d'avoir de très bons chevaux qui ont très bien fonctionné, et donc il y a quelques années il m'a dit écoute, est-ce que ça te dirait pas qu'on ait un cheval pour commencer, et, voilà, on le voit naître, on le voit grandir, et puis ensuite on le met aux courses, et si ça fonctionne, tant mieux. Et on a eu beaucoup de chance parce que ça a bien fonctionné, et donc on a comme ça commencé à monter une petite écurie entre amis, et puis à essayer toujours de faire attention aux coûts qu'on mettait par rapport aux gains que ça nous rapportait. Finalement on grandit un petit peu comme ça, donc on a plusieurs chevaux, et dont un ce matin qui vient de se qualifier, c'est-à-dire que maintenant il est capable d'aller courir dans la cour des grands, donc ça c'est une super. C'est au petit trot, tu me disais en plus. Exactement, c'est au trot, parce qu'il y a deux, aujourd'hui dans le monde des courses, on va dire il y a 3 grandes familles. Il y a le saut, le steeplechase, c'est du galop et il y a des obstacles, il y a le galop et il y a le trot. Moi je suis plutôt dans la 3e partie, le trot, parce que finalement je suis normand, donc aussi un petit peu du terroir et du territoire, et en Normandie c'est courant que des fermiers ou des agriculteurs aient leurs propres chevaux aussi pour le week-end, et donc c'est plutôt avec cette filière là que je suis rentré dans le monde des chevaux, et ça se passe très bien, et c'est un monde vrai, et c'est un monde où aussi bien les hommes que les animaux ne mentent pas, donc c'est très agréable. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à quelqu'un qui a envie de se lancer, qui est salarié, qui a peur, qui veut se lancer? Je pense que le plus dur, et t'en parlais tout à l'heure, c'est que la chance, c'est la faculté de saisir les bonnes opportunités. Donc la chance, c'est pas juste quelque chose qui nous tombe du ciel, c'est aussi quelque chose qu'on a réussi à créer par son travail et par son envie de sortir, de bouger, de rencontrer. Et je crois qu'aujourd'hui, si j'ai un petit peu de succès avec cette famille, c'est parce que j'ai jamais refusé un rendez-vous, parce que j'ai toujours été curieux. Et donc j'invite les gens peut-être à s'ouvrir beaucoup plus qu'ils pourraient l'être, et donc n'hésitez pas à sortir, à rencontrer des gens, à parler avec ces gens-là, même si on ne les connaît pas. On est trop dans le métro, fermé, à pas parler, on est trop dans la rue, à regarder ses chaussures, alors que le monde est plein d'opportunités qu'il faut juste savoir saisir. Donc peut-être que si j'avais un petit conseil, modestement, ce serait de leur dire ayez le courage d'aborder les autres. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre chose dont tu aimerais parler, dont on n'a pas parlé dans ce sujet? Écoute, non. Mais en tout cas, moi je suis souvent inspiré par des personnes, que ce soit des grandes figures historiques. Je
suis un grand fan d'Alexandre, de Churchill, Ok. de tous ces conquérants, et puis aussi de gens aujourd'hui qui vivent dans notre monde contemporain. J'ai eu la chance de te connaître il y a assez peu de temps, et finalement je crois que tu fais partie de ces gens qui peuvent m'inspirer. C'est gentil, parce et que donc, tu m'inspires aussi. Donc, voilà, c'est réciproque, mais peut-être que c'est comme ça aussi qu'on grandit. Ouais. Et finalement, quand je vois des parcours aussi incroyables que le tien, ça me donne à la fois vachement d'énergie, je me dis que tout est possible, et surtout, ça me donne confiance, et ça me donne envie de me défoncer. Parce que je me dis, si tu es capable de le faire, je vois pas pourquoi moi je serais pas capable de le faire. Donc j'ai envie d'y aller. C'est incroyable. Aujourd'hui, tu peux en parler, c'est combien de millions de chiffre d'affaires? Alors on est en volume d'affaires, nous, Okay, et on approche des 30 millions de volume d'affaires. Ok, 30 millions de volume d'affaires. C'est quoi alors la différence? En fait, le volume d'affaires, c'est l'ensemble des flux qu'on va traiter au sein de cette famille. Donc ce sont les prélèvements qu'on va faire auprès des accueillis, et on reverse la plus grande partie aux accueillants, évidemment. Okay. Et nous, on va garder juste ce qui nous permet de vivre, okay. De faire vivre la structure, de faire vivre les salariés, et le reste revient à 100% aux accueillants. Donc on pourrait dire que nous, on ne parle pas forcément de rentabilité, notre objectif c'est d'être à zéro, sachant qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on n'est pas là pour s'enrichir personnellement, même si je ne conteste pas ceux qui le font, mais nous c'est vraiment un projet où on va faire du volume, et donc maximiser notre empreinte sur le territoire, plutôt que faire, on va dire, dans un autre modèle, plus sur moins de personnes. Dans ta structure, ça commence à fonctionner, c'est quoi le premier recrutement qu'on fait? Enfin, à part se payer déjà soi-même, mais après... Alors, c'est une super question, parce que moi j'ai un gros défaut, c'est que je veux tout faire moi-même, et donc il faut apprendre à déléguer. Et en fait, le premier recrutement, c'est quand on ne peut plus faire toutes les tâches qu'on aimerait faire, et donc on se dit quelles tâches je peux industrialiser ou déléguer. Donc en fait, j'ai pris le temps de me dire, bon, cette tâche-là, si je fais des procédures, je peux la transmettre à quelqu'un qui fera avec sa propre manière, mais qui fera au moins dans un premier temps à peu près ce que je faisais. Et donc c'est d'abord déléguer les tâches qui ont peut-être le moins de valeur ajoutée dans un premier temps, ou des tâches qu'on a déjà éprouvées, où on connaît le modèle, et donc on peut ensuite réaliser le process, et ensuite ce process-là, on le donne à quelqu'un. Donc ça peut être du commercial, ça peut être de la com, ça peut être de la gestion. Moi je suis un très mauvais manager, vraiment de grandes difficultés à parler avec mes équipes, parce que je pense qu'on est tous sur un pied d'égalité, et c'est vrai que parfois c'est difficile parce qu'il y a des gens qui peuvent profiter plus ou moins de situation, donc il faut être vigilant là-dessus. Donc voilà, je pense que quand on a des tâches qu'on a réussi à industrialiser et qu'on a réussi tout simplement, ça vaut le coup ensuite de les déléguer pour passer à autre chose. Donc c'est plutôt dans l'ordre chronologique de quelle tâche on souhaite déléguer en premier, plutôt que d'un profil peut-être particulier. Une passion, c'est l'écriture, et donc là tu viens de sortir... Exactement, c'est incroyable, parce que j'ai sorti la semaine dernière un livre sur un thème qui m'est cher, qu'on a abordé ensemble tout à l'heure, qui est le courage. Et donc le thème du livre, c'est « Faut-il du courage pour être soi ?» Et donc c'est sorti aux éditions Erol il y a une semaine. J'ai essayé de cartographier dans un premier temps le courage, de dire quel type de courage existe aujourd'hui, quel type de courage a pu exister, et de quel type de courage on a peut-être besoin pour demain. Donc en faisant des références historiques, philosophiques, littéraires, c'est aussi pour apporter un peu de hauteur de vue au lecteur dans un premier temps. Et ensuite, pourquoi utiliser le courage? Pour lutter contre nos faiblesses personnelles, contre notre égoïsme, contre la peur, contre la démagogie, contre la faiblesse physique. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de courage qu'on peut et qu'on doit mobiliser. Quand on doit par exemple discuter avec son boss pour négocier, il faut aussi un peu de courage. Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut sans doute un peu de courage. Et donc, deuxième partie, c'est voilà, pourquoi on doit mobiliser ce courage. Ensuite, je donne des modestes conseils pour justement se remettre en question et regarder comment est-ce qu'on peut mobiliser le courage aujourd'hui pour créer une nouvelle éthique de ce courage, qui n'est plus le même que le soldat de Napoléon sur le pont d'Arcole, ou qu'un Churchill qui effectivement va tenir tête à l'Empire nazi. Mais comment est-ce que aujourd'hui, dans notre quotidien, on peut mobiliser le courage? Et je rends d'ailleurs hommage, et je profite de cette tribune, pour toutes ces femmes qui sont seules, qui élèvent souvent seules leurs enfants, en famille monoparentale. Il y en a de plus en plus avec l'éclatement des familles. Exactement. Et mine de rien, on n'y pense pas, mais se lever à 5h du matin pour aller réaliser son métier, qui peut être dans le service à la personne, de se forcer à ensuite aller chercher ses enfants le soir, d'aller préparer à manger, d'être seul et de pouvoir assumer ce rôle de mère, c'est aussi du courage. Peut-être c'est un des courages contemporains qu'on a aujourd'hui. Voilà. Mais je crois que c'est vraiment un courage qu'on peut oublier, mais quand on les croise dans la rue, c'est aussi, quand on lit en tout cas ce livre, on se dit mais finalement le courage il est partout.
Donc ça nous donne de l'espoir, et on se dit mais comment justement avec la montée des populismes aujourd'hui et des extrêmes, des racismes, on l'a vu aussi aux États-Unis, mais on se dit est-ce qu'on ne peut pas tous faire société et que ce courage individuel qu'on a en chacun de nous, est-ce que si on ne le développe pas, et ben ça ne deviendra pas un courage collectif pour lutter contre nos propres faiblesses? Est-ce que déjà tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur Instagram? Oui, je suis sur Instagram très modestement. Ok, mais enfin si... Donc c'est Paul Alexis RJ, et également pour le livre, c'est en accès dans toutes les bonnes librairies aujourd'hui. Ok, et le livre qui s'appelle Un courage? Faut-il du courage pour être soi? Et ensuite pour cette famille, comment on retrouve cette famille? Alors on est sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Cette Famille, et on est également sur internet classiquement sur www.cettefamille.com. Et la question de la fin, donc j'aime bien savoir en fait si tu as 2 personnes que tu me conseillerais pour la prochaine interview. Wow. Qui est-ce que tu me conseillerais? Alors moi, modestement, mais après, la personne est incroyable, mais Elon Musk est juste incroyable. Bah, j'aimerais bien, mais... il faut que tu y arrives. Pas tout de suite. Il faut que tu le fasses. Et donc Elon Musk, parce qu'il est quand même sacrément inspirant. Exactement. Lui, pour le coup, il a aucune barrière, aucune frontière. Et puis, je dirais qu'une autre personne que tu pourrais rencontrer, c'est peut-être une personne âgée qui est accueillie dans l'une de nos familles, ou une personne handicapée qui est accueillie dans l'une de nos familles, et qui pourra te raconter son quotidien et à quel point elle est heureuse finalement de vivre sa vie, de continuer à vivre sa vie au sein d'une famille plutôt que dans un environnement un petit peu collectif où les règles s'imposent à la personne, alors que là on essaye vraiment de conserver les règles de la personne au sein de la famille. Donc peut-être voilà les 2 personnalités que je te conseillerais d'interviewer prochainement. Et un entrepreneur, une personne de ton réseau? Et une personne de mon réseau, tu as déjà interviewé mon frère pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime évidemment. Et ensuite il y a une personne qui m'inspire énormément qui s'appelle Xavier. Xavier Pinon, qui a fondé une entreprise qui s'appelle Selectra, qui est un comparateur d'énergie sur internet, qui fonctionne extrêmement bien. Il est passé de 0 à 1000 salariés en l'espace d'une dizaine d'années. Et donc c'est assez intéressant parce qu'il a un impact social, puisqu'il permet de générer des économies pour les personnes qui passent par lui. Et en même temps, il a une vraie hauteur de vue et un vrai recul sur son métier. Et puis il y a peut-être, si j'ai le droit d'avoir un autre bonus, un autre copain qui s'appelle Benjamin Guignot, qui a fondé Ornicar, qui est une boîte qui permet de faire passer son permis en ligne, qui est un bon copain et qui, pour le coup, lui aussi a eu un impact social assez fort. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais en baissant le prix du permis de conduire et en permettant à un maximum de personnes d'accéder justement à ce permis, qui est un diplôme national, eh bien, il a permis de la mobilité professionnelle et à des personnes qui ne pouvaient pas trouver d'emploi parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer leur permis, de pouvoir les accompagner. Donc il a aussi eu un impact social très fort. Donc souvent, business et impact social, on ne le voit pas toujours, mais ça peut être lié quand on le fait intelligemment. C'était super enrichissant. Merci Steve, merci à toi Paul. Si cette vidéo te parle et t'a inspiré, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime, à cliquer sur le lien qui va apparaître quelque part. Je t'ai mis 4 vidéos des techniques que j'utilise, celle de Bernard Arnault, Karl Lagerfeld. Je t'offre cette formation gratuite. À tout de suite. Chapeau à toi.